Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Toujours Sketch and Toon, on est toujours dans la série des Sketch and Toon. Donc aujourd'hui, je savais pas si j'allais modéliser ou expliquer les fonctions de trait. On va d'abord expliquer les fonctions de trait. Parce que en fait, quand on va modéliser, on en aura besoin. Donc vaut mieux que j'explique ça d'abord. Comment je vais expliquer ça intelligemment? Alors on va d'abord faire une petite scène. Préparer une scène pour Sketch and Toon, donc un arrière-plan, une texture dessus. Cette texture, je retire la spécularité et je vais mettre du blanc absolu. C'est pas du rendu réaliste, donc c'est très bien, ça ira. Donc là, si je fais un rendu, j'ai une feuille blanche. Je vais ajouter un matériau esquisse. Donc matière, matériau esquisse. En ajoutant ça, ça m'ajoute l'effet Sketch and Toon dans les paramètres de rendu. Donc je vais dans mes paramètres de rendu. Ici, Sketch and Toon, je vais vérifier que je suis en mode avancé. Les lignes, je décoche tout ça. Je retire le matériau par défaut. Dans le rendu, je mets normal. Je coche ça. C'est pas obligatoire, mais on le fait. Ici, je demande à ce que Sketch and Toon ne s'occupe pas du fond, donc désactivé, et qu'il ne s'occupe pas de l'ombrage des objets. Et en faisant ça, j'ai tout bon. Donc là, c'est parfait. Maintenant, je vais ajouter quelques éléments dans ma scène. Alors, on va ajouter en fait un disque. Ça sera plus parlant sur un disque. Je vais le faire de 1 segment comme ça. Et puis de 24 segments comme ça. Voilà. C'est plus parlant avec un disque, je crois. Hein, parce que je vais expliquer, donc je vais le faire avec un disque. Parfait. Je vais lui mettre, sur ce disque, je vais mettre la texture, la même que l'arrière-plan. Je vais lui ajouter un tag de rendu, composition avec le fond, donc clic droit, propriété Cinema 4D, rendu. Je coche ici composition avec le fond, ce qui fait qu'il va être complètement confondu avec le fond, donc on ne le verra plus, mais il est toujours là. Et j'ajoute dessus le matériau esquisse, voilà, que je mets à la fin. En laissant les paramètres par défaut, je pense. Donc là, si je suis mon rendu, voilà ce que j'obtiens. C'est très bien. Ici, on peut voir que le Sketch and Toon m'a fait le rendu des différents segments en fait du disque afin de faire en fait une ellipse qui est pas mal. Je vais en fait demander maintenant à ce que l'on voie mieux un petit peu les débuts et la fin de chaque ligne, chaque trait. Donc je vais aller dans mon matériau esquisse et comme on l'a vu la semaine dernière, je vais aller dans l'épaisseur, j'augmente un peu l'épaisseur, on va mettre 4. Ça fait quoi 4? Hop, un peu plus, on va mettre 8. 8, histoire de bien exagérer les choses. Voilà, 8, c'est bien visible. 8, et je vais, comme je l'ai expliqué dans la semaine dernière, on va ajouter un modificateur. Je vais ajouter un modificateur sur la longueur du trait. Un truc tout basique, un truc de base, épais au début, fin à la fin du trait. Ce qui va me permettre en fait de pouvoir voir où commence le trait et où se termine le trait. Donc on ferme ça, on fait un rendu, on voit ce que ça donne. On voit que là, en fait, Sketch and Toon ne trace pas un seul trait unique qui ferait tout le tour du disque, mais qu'en fait, il trace un trait par portion, par arête. C'est-à-dire que si je regarde le disque, ici, on voit que à chaque fois que j'ai une arête, à chaque fois qu'il y a une coupe, à chaque fois qu'il y a un point, en fait, il s'arrête et il refait un nouveau trait. Donc, je n'ai pas un seul trait unique qui fait toute l'ellipse, tout le disque, mais j'ai en fait toute une série de petits traits qui se suivent. Ça peut être gênant. Ça peut être gênant parce que quand on modélise, hein, par exemple, vous modélisez, vous avez un cube, vous ajoutez, alors, vous avez un cube comme ça, je vais le mettre en fond du disque, je vais avoir les mêmes réglages. Vous avez un trait, vous avez des traits bien comme il faut, c'est parfait, c'est parfait. Vous ajoutez, vous le rendez éditable, vous ajoutez quelques coupes au couteau qui ne touchent qu'à, en mode boucle par exemple. Vous ajoutez des coupes au couteau parce que vous avez besoin en fait de faire des extrusions. Voilà, vous avez besoin de récupérer cette partie-là, de l'extruder comme ça. Puis vous avez besoin de l'extruder 2 fois parce que ici vous voulez faire encore une autre extrusion. Et donc vous faites comme ça plein de petites choses. Et puis quand vous faites le rendu, vous voyez qu'en fait ça vous fait des coupes de traits partout. Par exemple ici le trait n'est pas continu, il s'arrête à ce niveau-là, il s'arrête à ce niveau-là, parce que là en fait il y a des arêtes. Vous avez fait des coupes au couteau.
Ces coupes au couteau, vous ne pouvez pas vous en passer parce qu'en fait, vous en avez besoin pour modéliser la forme. Seulement, vous ne voulez pas les voir au moment où Sketch and Toon fait le rendu. Vous voulez avoir des traits ici continus. Vous avez utilisé des modificateurs sur la longueur du trait, vous voulez travailler bien vos traits, et puis justement, là, ça c'est gênant. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut justement utiliser une fonction qui est intégrée dans le matériau esquisse. Je l'ouvre. Voilà. J'essaie de s'arranger pour que tout rentre dans la capture. C'est jamais évident. C'est jamais facile. Voilà. Donc ici, je laisse la modification du trait sur la longueur du trait afin qu'on puisse voir où commencer au fil du trait. Et ici, je vais dans la section trait. Et j'ai tous ces paramètres-là qui sont très bien et qui vont justement me permettre de corriger ce petit souci de jointure en fait entre les traits. Au lieu d'avoir plein de petits traits, je vais en avoir seulement un ou deux ou trois suivant ce que j'ai besoin. Alors, comment on fait pour utiliser ça? Il y a juste ici à le cocher. Si je coche ici activer et que je fais le rendu, maintenant je n'ai qu'un seul trait. C'est-à-dire que tous les petits traits qui suivaient ont été en fait fusionnés les uns avec les autres afin de faire qu'un seul et unique trait. Parce que en fait les réglages par défaut font ça. Alors attention, quand on active cette fonction trait, on augmente les temps de rendu. Pas énormément, mais on augmente les temps de rendu parce qu'en fait, Cinema 4D, Sketch and Toon a des calculs en plus à faire, donc forcément, il faut qu'il fasse plus de calculs, il a besoin de plus de temps. Ensuite, les traits sont plus longs, donc s'il y a des modificateurs, s'il y a des choses à modifier sur la longueur du trait, ça fait des calculs en plus là aussi, donc il faut vraiment faire attention. Il faut activer cette fonction sur les matériaux esquisses seulement si c'est nécessaire. Si vous pouvez vous en passer, si vous n'avez pas besoin de l'activer, ne l'activez pas. C'est pas la peine de l'activer par défaut en vous disant comme ça ce sera fait, j'aurai pas de soucis. Non, vaut mieux le faire intelligemment et l'activer que quand vous en avez vraiment besoin. Ensuite, comment ça fonctionne tout ça? Quand vous l'activez, vous voyez que ça dégrise en fait plein de réglages. C'est-à-dire de ici l'adaptation jusqu'ici à la fin l'angle. Tous ces réglages-là ne sont actifs que si on active en fait la fonction. Le reste ici permet de gérer en fait les traits, mais ça c'est pas vraiment lié à cette fonction. Donc j'active ici l'effet. Donc tous les petits traits sont fusionnés pour en faire qu'un seul. Comment Sketch and Toon travaille pour tracer les traits? En fait, la scène est en 3D, Cinema 4D étant un logiciel de 3D, il va gérer la profondeur, donc il gère en fait la scène en 3 dimensions, l'éclairage, tout ça. Mais Sketch and Toon, c'est du dessin, c'est un rendu dessin. Donc Sketch and Toon travaille lui plutôt sur des plans en 2D. Et il faut quand même qu'il arrive à s'adapter entre la scène 3D et le rendu 2D qu'il doit faire. Donc il y a des fonctions d'adaptation qui vont justement permettre à Sketch and Toon de faire ça de manière plus ou moins efficace. Le premier paramètre ici, adaptation, permet justement de gérer ça. Ici on a 4 modes. Donc ici plan, lignes les plus proches, profondeur et monde. Par défaut c'est sur profondeur. Ça va en fait cette fonction va permettre de choisir la façon dont Sketch and Toon va aborder la profondeur, va aborder la scène 3D, donc va traiter les lignes, comment il va les tracer en 2D malgré que le monde soit en 3D. Ça va aider Sketch and Toon en fait à se débrouiller avec la différence 2D 3D. Donc le premier mode, le mode plan, va indiquer à Sketch and Toon d'ignorer totalement la profondeur. C'est-à-dire que le fait qu'un objet soit très loin dans la scène ou très proche de la caméra, Sketch and Toon ne s'en occupe pas. De toute façon, il trace des lignes. Donc en mode plan, il trace tout sur le même plan. Il fait juste de la 2D, hein, tout bête. Il trace tout sur le même plan. Voilà. Le mode ligne plus proche,
Et là, il va s'adapter un petit peu plus. C'est-à-dire que en fait, il va regarder les, il va regarder la distance entre les lignes, mais il va les considérer sur un même plan seulement si elles sont proches sur la profondeur. Par exemple, je vais faire, pour bien montrer ça, enfin pour expliquer, parce que je vais pas forcément le montrer, je vais bien expliquer. Je fais un deuxième disque, et je vais faire un deuxième disque que je vais mettre très très loin, comme ça. Et je vais simplement mettre ma vue, voilà, je vais prendre sur le premier disque, ma vue comme ça. Si je fais un rendu, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que le premier disque ici et le deuxième disque tout au fond sont très proches. Sur un plan 2D, ils sont vraiment, là, il y a vraiment peu d'écart entre les deux lignes. D'accord? Mais seulement sur la profondeur, ils sont très très éloignés. Le deuxième disque est très très loin. Alors Sketch and Toon, en fait, quand je mets les lignes les plus proches, il ne va pas regarder si les lignes sont proches comme ça sur le plan 2D, mais il va regarder si elles sont proches sur la profondeur. Étant donné que ces lignes-là ne sont pas proches sur la profondeur, et que je suis en mode lignes les plus proches, dans ce cas-là, il va les considérer sur des plans différents. Et donc, quand il aura besoin de gérer en fait la profondeur, il saura en fait que ces deux éléments, ces deux lignes-là, ne sont pas sur le même plan. Il saura vraiment qu'il y en a un qui est un des deux disques qui est vraiment beaucoup plus loin, malgré qu'il soit quand même très proche ici au rendu, c'est-à-dire que c'est vraiment des lignes qui sont côte à côte, mais seulement il y en a une qui est très loin dans la profondeur, donc dans la profondeur dans le monde 3D, donc au niveau de la 2D, il va quand même le considérer. Donc ça, c'est les lignes les plus proches, ça fait ça. Je vais retirer le deuxième disque et puis je vais me remettre comme ça. Profondeur. Le mode profondeur, c'est un petit peu comme le mode de... en fait, ce mode va considérer sur un même plan les lignes qui ont une profondeur maximum que l'on indique ici dans le champ seuil. C'est-à-dire qu'en fait, si deux lignes dans l'espace 3D ont une distance sur la profondeur de moins de 50 cm, il va dire c'est sur le même plan, c'est pas assez loin, 50 cm ça va pas être assez loin pour que je considère que la deuxième ligne soit sur un autre plan. Donc en fait ça va lui permettre de se savoir en fonction de ce réglage là qu'est-ce que l'on veut mettre en fait au même plan et ce que l'on peut considérer sur un plan différent. Là encore, hein, tout ça c'est un petit peu abstrait je suppose parce qu'en fait c'est vraiment sur du travail sur la profondeur, sur l'adaptation de Sketch and Toon du monde 3D en monde 2D. Donc dans l'immédiat, ça vous servira sans doute pas plus que ça. Disons que si vous laissez le réglage par défaut, c'est parfait. Ensuite ici on a le quatrième mode, le mode monde. Ce mode-là, c'est pareil, ça va indiquer à Sketch and Toon de prendre en fait ici les coordonnées de la scène pour définir les lignes qui sont censées être sur un même plan. Là encore, je pense que ça va être assez abstrait pour vous, mais en fait, Cinema 4D va utiliser les coordonnées du monde, de la scène, pour définir qu'est-ce qui est sur un même plan et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est pas des réglages que vous allez jouer avec tout de suite. Vous laissez le réglage par défaut pour le moment, et puis ça vous sera très bien. Filtrer les traits. Filtrer les traits. Ah oui, alors non, avant, faut que j'explique la limite de liaison, parce que ça c'est quand même important. La limite de liaison. On a vu que si je désactive ici la fonction trait, quand je fais mon rendu, j'ai plein de petits traits, et quand je l'active, j'en ai qu'un seul. Comment Sketch and Toon sait quels traits doivent être fusionnés avec quel autre trait? En fait, il va utiliser l'angle des jointures des traits. Donc si je désactive ça, voilà, et que je fais un rendu, on voit que chaque trait est suivi par un autre trait, et comme il y a un angle à chaque fois, Cinema 4D va utiliser cet angle pour savoir si le trait suivant doit être ou pas fusionné avec le précédent. Quand j'active donc la fonction ici, j'ai la limite de liaison en degrés, donc c'est un angle, et je peux jouer justement avec ça pour
définir quels traits doivent être fusionnés et quels traits ne doivent pas l'être. Ici, avec le réglage par défaut 60 degrés, j'ai pour le disque là, j'ai qu'un seul trait. Mais si je change cette valeur, par exemple si je la mets en plus petit, je fais un rendu, j'ai ici, vous voyez, 2 traits. J'en ai même un troisième en fait. Je vais essayer de m'arranger pour en avoir que 2. Voilà, 2 traits. Ici, ça commence là. Ça fait tout un trait jusqu'ici. Et ici, en fait, la liaison entre ces 2 traits-là, avec les réglages que j'ai fait, hein, ici c'est sur la profondeur, parce que là c'est vraiment des angles au niveau de la 2D, hein, pas au niveau de la 3D. Parce que c'est un disque, sinon ça serait pas un ovale. Ici, l'angle n'est pas compris en fait dans la limite de liaison. Donc ici, il y a une coupe. Et on obtient un deuxième trait qui est tracé comme ça. Si je diminue encore, je vais avoir plus de traits. Par exemple, si je mets 6, ici j'ai plus de traits parce que justement, il y a moins d'angles qui vont rentrer dans cette limite. Si au contraire je l'augmente, je vais avoir qu'un seul trait parce que justement, tous les angles des différents traits là vont rentrer dans cette limite. Donc ça, c'est vraiment pour jouer en fait, pour essayer de régler quels traits doivent être fusionnés et quels traits ne doivent pas l'être. Ici, vous voyez que ceux-là sont fusionnés parce qu'ils rentrent dans la limite, alors que les autres ne le sont pas, donc ils ne rentrent pas dans la limite. Et donc, en jouant comme ça un petit peu, on peut trouver en fait le réglage qui nous convient, en fait, suivant ce que l'on veut faire. Je vais remettre la limite de liaison 60, je crois, si je ne me trompe pas par défaut. Voilà, parfait. Donc ça, c'était la limite de liaison. Ensuite, ici, filtrer les traits. Donc, filtrer les traits. Sketch and Toon, c'est pas toujours parfait. C'est-à-dire que oui, c'est quand même pas mal, mais il y a des petites choses qu'il va avoir du mal à faire avec certains traits. Si je désactive ici la limite des traits, alors on va le voir sans doute dans l'aperçu, donc je vais faire ça comme ça. Je désactive la limite des traits. Ouais, voilà. Ici, vous voyez qu'il y a 2 petits points qui apparaissent. En fait, c'est des traits supplémentaires. C'est des traits supplémentaires qui n'ont pas été gérés, en fait, comme il faut. C'est-à-dire que Sketch and Toon a du mal des fois avec certains traits, des petits traits qui sait pas trop comment faire, comment il doit les gérer. Donc ici, on les voit en plus ces traits. Ces 2 petits traits là, ici, ils sont gênants. En activant filtrer les traits, on demande à Sketch and Toon justement de retirer ou de les cacher, de mieux les gérer, les traits qui poseraient problème justement pour éviter d'avoir des choses bizarres au moment où il fait le traçage de Sketch and Toon. Donc filtrer les traits permet justement d'éviter ça. Il y a 3 modes pour ça, il y a le mode Debug, Pixel et Objet. Alors on va les voir. Le mode Pixel, en fait, qu'est-ce que CinemaCAD va faire? Il va en fait regarder si les traits en question qui posent problème ont une longueur de moins de 10 pixels. C'est-à-dire que si un trait a une longueur de moins de 10 pixels et qu'il est gênant, il va le filtrer. Donc il va le retirer. Il va le cacher, on va dire. Donc ici en mode pixel, il va cacher les traits de moins de 10 pixels. Voilà. Le problème avec ça, c'est que c'est une valeur en pixels qu'on indique ici. On indique une valeur de 10 pixels. Donc si vous avez un trait dans votre scène qui fait 10 pixels, il sera filtré. Seulement à un moment donné, peut-être que la caméra va bouger, elle va se rapprocher de l'objet, donc le trait de 10 pixels on va zoomer un peu dessus en fait, donc il va grandir, il fera plus que 10 pixels et donc il sera affiché. Donc là on aura un problème parce que quand il fera moins de 10 pixels on ne le verra pas, mais dès qu'il atteindra plus de 10 pixels, ce trait gênant va apparaître. Alors il sera peut-être pas gênant à ce moment-là parce que c'est peut-être un trait qui est nécessaire dans le rendu, mais seulement ça peut être gênant. Donc ici le mode pixel c'est bien pour les images, c'est pas génial pour l'animation quand vous voulez jouer avec les caméras, quand c'est des objets qui vont bouger, parce que justement comme c'est une valeur en pixels, si on zoome dessus, les 10 pixels ça suffit pas. On peut changer forcément la valeur, ici on peut mettre 20 pixels, mais ça reste toujours le même problème, dès qu'on va zoomer dessus, les longueurs vont changer. On a ici le mode objet. Le mode objet est plus intéressant que le mode pixel parce qu'en fait c'est un pourcentage. C'est la même chose, sauf que là on indique que si la ligne fait 10% de la dimension de l'objet, on le retire. Donc là en fait c'est pareil. Le petit objet, la petite ligne, si elle fait 10%
de l'objet, elle est effacée. Alors on dit 10%, ça peut être plus, ça peut être moins. Mettez ce que vous voulez. Seulement comme c'est un pourcentage, quand on va zoomer sur l'objet, vu que l'objet va grandir et que le trait aussi, il y aura quand même toujours un ratio de 10%. Donc le trait est quand même effacé, parce qu'il fait toujours 10% de l'objet. Le trait est plus grand, mais l'objet aussi est plus grand. Donc comme c'est un pourcentage, les deux restent bien. Donc c'est mieux que le mode pixel, c'est mieux pour l'animation. Ensuite on a le mode debur, ici le mode debur, qui va en fait faire comme le mode objet, il va prendre un pourcentage. Donc dans ce cas-là, c'est très bien, ça prend en compte le zoom, et en plus on a un réglage de distance pour affiner un petit peu les choses. Je rentre pas trop dans les détails, c'est le réglage par défaut, celui que je vous conseille de garder de toute façon. Si vous avez vraiment des problèmes avec des traits en plus, là vous pourrez vous pencher sur le problème, mais généralement ça filtre très bien. Donc il n'y a pas trop de soucis de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le début. Alors, le début, en fait, c'est pas vraiment un réglage que vous allez contrôler. Oui et non. Disons que c'est CinemaKD qui s'en charge. C'est ça, en fait, c'est pour définir où est-ce que commence le tracé du trait. Vous voyez qu'ici, Sketch & Toon a décidé que le trait commençait ici, et qu'il faisait comme ça, et qu'il s'arrêtait ici. Il n'a pas décidé qu'il commençait là, il n'a pas décidé qu'il commençait là, ni là. Il a dit, il commence ici, il va dans ce sens-là. C'est Sketch & Toon qui choisit ça. Seulement, vous pouvez pas lui dire, non, je veux que ça soit exactement ici que ça commence. Non, ça vous pouvez pas. Seulement, ici, vous pouvez lui dire, quand tu vas chercher où commence le début, avec tes algorithmes, j'aimerais que tu cherches d'abord en fonction de l'écran, ou alors en fonction de l'objet, ou alors que tu le fasses de manière aléatoire, ou en fonction du maillage, ou plutôt à gauche, plutôt en haut, plutôt à droite, plutôt en bas, sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Donc vous allez lui proposer en fait une piste de recherche prioritaire, mais vous n'allez pas l'obliger à l'utiliser. C'est-à-dire que si vous lui dites il faut que ce soit à gauche, et puis que lui il sait qu'à gauche il peut pas, il va essayer d'abord à gauche, s'il y arrive tant mieux. Si il voit qu'il ne peut pas à gauche, il va choisir autre chose. Il vous demandera pas forcément votre avis. Là, je mets à gauche, on regarde ce que ça donne. Il a commencé effectivement à gauche. Il n'a pas commencé là, il n'a pas commencé là, il a commencé ici. Voilà. Donc ici, le début là, c'est en fait pour lui indiquer la marche à suivre, lui proposer en fait vos préférences sur où doit se trouver le début des lignes. Mais ça va pas le forcer à utiliser le paramètre que vous avez choisi. C'est vraiment lui qui va décider en fait, de toute façon. Quand vous choisissez objet, vous voyez que vous pouvez donner des degrés. Quand vous choisissez écran aussi. Après, si c'est droite ou gauche, tout ça, vous n'avez pas de paramètres supplémentaires. Ici, adapter les images, j'explique pas parce qu'en fait, ça sert à rien. C'est pas implémenté dans ma version. Je sais pas si ça a été activé par la suite pour les versions suivantes, mais ici, ça fait rien. Ensuite, donc ça c'est le début avec le réglage d'angle s'il y a besoin. Ensuite ici direction, ça vous avez un contrôle dessus. Je fais un rendu, ici vous voyez qu'il part dans ce sens-là. Ici je peux demander à changer la direction. Là c'est le sens horaire, donc c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc ici vous imaginez 0, 1 heure, 2 heures, 3 heures, etc. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Je peux demander à ce que ce soit dans le sens anti-horaire, donc dans l'autre sens. Le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc ici, dans ce sens-là. Je peux lui demander à ce que ce soit à partir de la gauche, à partir de la droite, voilà, que ce soit à partir du haut ou à partir du bas. Et là, c'est moi qui choisis. Bon, alors après, hein, il fait un petit peu comme il veut, vu que c'est lui qui choisit où est le début. Hein. Donc ça, c'est la direction. Vous avez quand même un contrôle dessus. Fin, ce paramètre-là va indiquer à Sketch & Toon quand est-ce qu'il doit stopper un trait. Vous voyez que ici, il commence le trait là, il fait tout le trait, tout le tracé, et il arrête le trait quand il arrive ici au bout. Avec les réglages qu'on a fait ici, seuil de limite de liaison, etc. Il s'arrête quand il revient ici. Je peux lui demander de changer ce comportement. Avec justement ici fin. Là c'est sur désactiver, donc
ça joue rien. Mais j'ai d'autres modes. J'ai longueur, par exemple. Je peux demander à ce que le trait s'arrête quand il a atteint une certaine longueur. Par exemple, une longueur de 100. Quand le trait aura fait 100, il stoppe. Donc là, le trait commence, il fait 100, il s'arrête. Donc il commence un autre trait. Il fait 100, il s'arrête. Il commence un autre trait, il fait 100, il s'arrête. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, comme ça. Je peux lui demander une variation de, donc une longueur, mais avec une variation, par exemple, de 50. Et donc là, ça sera pas toujours 100. Des fois, ça sera 100, des fois, ça sera un peu plus de 100, des fois, ça sera un peu moins de 100. Donc là, je peux lui demander à ce qu'il arrête le trait quand il atteint une certaine longueur. Je peux lui demander à ce qu'il arrête le trait quand on atteint un certain angle. Ici, par exemple, 20 degrés. Donc là, il va commencer le trait, il a commencé là. Il continue, il trace, il trace, il trace. Et là, l'angle qu'il doit tourner est de plus de 20 degrés. Si je me trompe pas, oui, c'est ça. Donc, il stoppe et il commence un nouveau trait. Jusqu'à ce qu'il finisse, en fait, sa boucle. Donc, en fait, je peux lui demander, en fait, en fonction d'un angle. On pourrait mettre 10, je pense qu'il fera plus de traits. Voilà, là il fait des traits en plus. Ou alors au contraire en demander plus. Je vais remettre 20 par défaut. Ça c'est en fonction d'un angle. Donc quand il atteint un certain angle, quand il a besoin de faire un certain angle, il va s'arrêter. Et ensuite on a le mode liaison. Alors le mode liaison, en fait le trait va se stopper quand il va rencontrer une autre série de traits. Alors ça, c'est à vérifier, je suis pas certain des choses. En fait, ici, bon, comme c'est un disque, il y a pas de trait qui coupe. Mais par exemple, si j'avais un deuxième trait qui serait comme ça, qui ferait ça, une ellipse dans ce genre-là, dans mon disque, hein, au moment où le trait ici entre en intersection avec l'autre trait, il y a une liaison, forcément, il arrive sur un point et il a plusieurs chemins qu'il peut suivre. À ce moment-là, il va se stopper, il va arrêter le trait, il va en commencer un autre. Donc ça va en fait couper le trait quand il y a une liaison à faire. D'où le terme liaison. Voilà, donc par défaut c'est sur désactiver, je remets désactivé. Donc ça c'était les derniers réglages. Ensuite ce que l'on a, c'est pas vraiment en fonction de cette fonction de trait, mais c'est des petites choses en plus que je vais expliquer. Hein. De toute façon, 27 minutes de vidéo, oui c'est bon. Ça devrait pas être trop long à expliquer. La première extrémité et la dernière extrémité, bah, c'est simplement les extrémités des traits. Alors ce que je vais faire, on va peut-être le faire sur une spline. Ça va peut-être être plus parlant sur une spline. Je vais tracer une spline cubique. Je vais me mettre dans cette vue-là. Faire un truc comme ça. Voilà. Si je fais ça, et que la spline, je lui mets le matériau esquisse dessus. C'est un petit rendu. Voilà, c'est parfait. Je vais retirer le disque. On va garder que la spline. Je vais retirer le modificateur longueur du trait. Donc, là, voilà, on va zoomer un petit peu peut-être dessus. On va se faire s'arranger pour que on va mettre 10 d'épaisseur, que ça soit bien visible. Et je vais essayer de faire en sorte que ça rentre dans la capture. Ah, ça va pas être évident ça. Ouais, on va s'arranger, Donc là en fait j'ai fait une spline. Et comme c'est une spline, hein, forcément et que j'ai mis l'esquisse dessus, ici la case à cocher spline se coche automatiquement parce qu'il sait que c'est une spline et il faut qu'il trace la spline. Donc ici, il trace en fait la spline. Si on zoome un peu dessus, on va rien voir. Je vais augmenter l'épaisseur. Ouais, là c'est bien. C'est parfait ça. Je vais même faire comme ça, je crois. Même faire comme ça, de manière à ce qu'on voie bien ce côté-là. Voilà. Ici, j'ai l'extrémité de la spline et on voit que c'est bien arrondi. Je vais dans trait. Pourquoi c'est arrondi ici? C'est parce que là, première extrémité, c'est sur arrondi. Et l'autre extrémité, c'est aussi sur arrondi. Donc les deux extrémités de ma spline sont arrondies. Simplement parce que là, on a sélectionné arrondi. Donc là, en fait, ça sélectionne la façon dont le look doit avoir l'extrémité en fait des tracés. Donc sur un tracé fermé comme le disque tout à l'heure, ça se verrait pas, là on verrait peu de choses. Ici sur une spline c'est bien parce que elle est pas fermée ma spline.
Donc je peux changer ça, je peux mettre par exemple un plan. Si je mets un plan que je fais un rendu, ici on voit que ça coupe direct, c'est un plan. Alors sur l'autre côté ça ne le fait pas parce que je l'ai pas encore mis, j'ai laissé arrondi, donc de l'autre côté j'ai arrondi, mais si je mets plan aussi, je vais avoir une coupe bien franche. Vous voyez que ça fait une coupe bien franche. Parce que c'est le mode, celui-là je suis en mode plan. Donc on peut choisir ici arrondi, plan. Carré c'est comme plan sauf que ça déborde. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus long. C'est-à-dire que le plan se couperait ici, le carré rajoute un petit bout. Voilà, ça fait en fait comme l'arrondi, sauf que de faire l'arrondi, ça fait des angles bien droits, alors que plan, ça coupe avant l'effet d'arrondi. J'étais là. Ensuite, point, ça fait en fait un petit losange. Voilà. C'est-à-dire que ça ajoute un losange. Donc on a juste une pointe. Pareil pour la dernière extrémité, hein, on a les mêmes réglages. Ensuite, on a flèche. Flèche, ça fait simplement une flèche. Donc voilà, j'ai une flèche. Avec ici largeur hauteur à chaque fois, si on veut gérer un petit peu ça. Et personnaliser, ça permet ici de charger une texture. Une texture en noir et blanc, je pense, j'utilise assez peu ça, donc j'ai pas trop les détails sur la texture qu'on peut utiliser. Je vous conseille d'essayer de tester. On chargeait une image en noir et blanc, et normalement ça devrait utiliser cette image en noir et blanc pour faire en fait le tracé. Ici, comme c'est une image vide, j'ai une image vide, j'ai pas mis d'image, vous voyez que j'ai juste une forme rectangulaire qui est ajoutée. C'est sans doute l'alpha de l'image qui doit être chargé là-dedans normalement. Donc là en fait, première extrémité, dernière extrémité permet justement de modifier en fait à quoi ça ressemble. Ça peut être intéressant par exemple si vous voulez faire, vous avez une carte façon Indiana Jones et puis vous avez un petit avion qui se déplace et vous voulez faire une spline qui se trace et qui indique en fait le trajet de l'avion par exemple, comme on voit dans beaucoup de films, séries, dessins animés d'aventure. On voit en fait le trajet qui se trace avec une petite flèche. Donc vous pouvez en fait ici sélectionner une flèche et puis faire une petite flèche qui va se tracer progressivement. Un petit instant. Voilà. Donc oui, je disais, oui, sur les cartes façon aventure, Indiana Jones, tout ça, vous pouvez imaginer un petit avion qui se déplace et puis tracer une spline progressivement. Et puis jouer justement avec les extrémités pour faire une flèche, ce genre de choses. Quoi d'autre? Ici ensuite on a liaison. Liaison en fait, pour montrer ça, je vais être obligé de modifier un peu ma spline je pense. J'ai fait une spline cubique, on va faire une linéaire. Ceci là, les points, ici, c'est pas les extrémités de la spline, ces points-là sont des points au milieu de la spline, et donc c'est ça que les liaisons vont gérer. Donc on va faire ça comme ça, je fais un petit rendu. Vous voyez qu'ici, la liaison entre les deux segments de la spline, on va la mettre comme ça, cette partie-là et cette partie-là, ici j'ai une liaison très arrondie. Parce que là, justement, dans le paramètre liaison, c'est indiqué arrondi. Donc là, j'ai une liaison arrondie. La même façon qu'on pouvait jouer avec les extrémités de la spline, ici on peut jouer avec les cassures, les liaisons, au moment où la spline se plie. Donc arrondi, biseau, voilà ce que l'on obtient. Ici on voit une coupe en biseau, c'est plus arrondi, c'est bien tranché. Et on a aussi mitre, comme ça, voilà, qui donne ici, vous voyez, une coupe bien pointue, donc vraiment une cassure. On n'a plus l'arrondi. Et ici, on a les degrés qu'on peut jouer avec pour arranger un petit peu tout ça. Donc ça, c'est vraiment pour les liaisons, les cassures au niveau de la spline. Ça sera surtout utile sur les linéaires. Enfin, qu'est-ce que l'on a? On a ici le motif. Alors le motif, ça permet simplement de choisir en quoi la spline va être tracée. C'est-à-dire qu'ici, enfin ici la spline, mais ça peut être le trait, hein, ça peut être n'importe quel trait. Ici je le fais sur une spline, mais ça fonctionne pareil sur toutes les autres formes. On parle vraiment de traits au niveau de dessin Sketch & Tool. Donc ici motif, je coche, et puis ça me permet de choisir par exemple de tracer non plus des lignes droites, mais par exemple des tirés. Ici par défaut c'est tiré, si je fais mon rendu, j'obtiens, alors
On va essayer de faire ça. Comment je peux faire ça bien? Faut que je vous montre ça comme ça à chaque fois. Ah, on va baisser l'épaisseur. 20, ça sera plus visible. Encore plus, on va mettre 10. Parce que là, on voit plus les extrémités, c'est pas gênant. Voilà, 10. Ici, vous voyez que par défaut, quand je coche ici motif, par défaut, c'est le type tiré. Et on a ce type de tiré là. Donc quand je fais mon rendu, j'obtiens effectivement des tirés. Voilà. Je peux remettre ici en cubique, peut-être. C'est plus sympa. Là, j'ai des tirés. Ces tirés-là, on peut les changer forcément. Alors, ici, on a le décalage entre chaque tiré. Oui, on peut modifier ici. Avec l'aperçu, on voit assez bien ce que ça donne. On a ici l'échelle. On peut modifier l'échelle des tirés également. Je vais remettre ça à 100%. Ici, on n'a pas que des tirés. On peut cliquer là-dessus et choisir d'autres choses. Alors, on a des lignes unies, c'est-à-dire truc tout basique, sauf que ça se termine à la fin différemment. Ici, on a les pointillés. Alors, on le voit là sur l'aperçu, sur la spline, ça fait des petits pointillés. Alors, les petits pointillés, hein, plus la flèche, par exemple, ça peut être sympa. Là, oui, ici une flèche, alors on va augmenter un petit peu la dimension de la flèche. Mettre 400. Si je fais ça, voilà. Ici, j'ai un truc qui est pas mal. Ici, on peut augmenter aussi ça, 400. Voilà, comme ça. C'est chouette. Je vais remettre arrondi quand même. Donc ici, ça c'est des pointillés. On a aussi centré. Donc ici, vous voyez, on a des lignes longues, des lignes courtes. Donc on obtient ce genre de tracé. Ça peut être sympa. Pour tout ce qui est technique, hein, tout ce qui est rendu technique, par exemple, c'est très sympa. Invisible, alors on a encore un autre style. Ensuite, fantôme, on a un style différent. Un long trait, deux petits traits, un long trait, deux petits traits. Tiré pointillé, des tirés, des pointillés, bordure, voilà, donc un grand trait, un trait moyen, un petit trait, un grand trait, un trait moyen, un petit trait. Ensuite, on a division, donc on a un grand trait, deux petits traits, un grand trait, deux petits traits, et on a personnalisé. Je mets personnalisé, donc ici on a un grand trait parce qu'on n'a pas encore personnalisé. On clique sur modifier. On a cette petite fenêtre qui apparaît. Et ici, on peut cliquer sur les carrés noirs pour les transformer en blanc et faire en fait un motif de pointillé. Par exemple, on veut un grand trait, hop, une coupe, un petit trait, une coupe, deux petits traits, alors, comme ça, trois petits traits, et puis ensuite, on reprend sur un trait long, par exemple, et donc ça, je valide, et ici, vous voyez que je retrouve en fait ce que je viens de faire. Donc ici, en cliquant sur les petits carrés blancs, on les transforme en noir. En cliquant sur les carrés noirs, on les transforme en blanc. Et ça permet de faire des motifs. Donc là, j'ai fait un motif comme ça. Si je fais le rendu, j'ai ce type de motif. Vous voyez qu'on peut jouer un petit peu comme ça avec la forme des traits. Et revenir après, si on veut, sur un truc normal. On peut jouer avec le décalage et l'échelle. Et puis, activer ou désactiver ça assez facilement. Donc là, en fait, je pense avoir tout dit sur la fonction des traits. Ce qui nous permettra en fait de l'utiliser dans de prochains tutoriels. La prochaine fois, je pense qu'on va sans doute modéliser des objets de scènes venant de capture de dessins animés. Il faut que je trouve quelques exemples. Peut-être un truc sur les Simpsons parce que c'est pas mal. Les modélisations est assez simple, donc personne ne devrait bloquer dessus. Et en fait, ça fait un rendu cartoon dessin assez bien. Donc on fera peut-être ça. Surtout je l'ai déjà fait pour des tests plusieurs fois, donc je devrais pas avoir de mal à vous expliquer ça. Sinon c'est tout. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.